Bonjour à tous. Aux États-Unis, le pays de la démesure, cette dynamique retraitée de l'immobilier s'occupe de pas moins de 1000 chats, auxquels elle a tout simplement cédé sa maison. Voici la porte d'entrée de cette grande et somptueuse demeure, convertie en résidence pour chats. Chez Valérie, les animaux sont moins nombreux, mais suffisamment pour devoir suivre certaines règles. Nicolas nous explique comment gérer sa meute de chiens. Allez mon loulou, ouais, c'est bien. Le plus important, c'est que chacun ait compris sa place. Et si la place de chacun est définie, il n'y aura pas de conflit. En fin d'émission, nous irons en République démocratique du Congo rendre visite à une amie de longue date, Claudine André. Dans son sanctuaire, elle sauve les bonobos orphelins en recréant un lien très fort avec de nouvelles mamans. La preuve. Voilà. Il veut bien venir chez moi, mais il faut que sa maman reste à côté. Nous sommes en Californie. Loin d'Hollywood et des grandes plages de Los Angeles, l'endroit qui nous intéresse se situe à 300 km de là. Nous nous dirigeons vers le plus grand refuge du pays, un véritable paradis pour chats. Le site s'étend sur 5 hectares, soit l'équivalent de 7 terrains de football. La propriété est grillagée, les chats peuvent se balader librement. C'est pourquoi nous les retrouvons partout, mais vraiment partout. Au total, ce sont plus de 1000 chats qui vivent ici. Et nombreux sont ceux qui aiment les câlins. Notre équipe de tournage n'a évidemment pas pu y échapper. Pour son plus grand bonheur. Le lendemain matin, nous avons croisé ceux qui font vivre le refuge. Une dizaine d'employés et des bénévoles, encore plus nombreux, ne sont là que pour servir les chats. Car en matière de propreté et d'hygiène, les chats sont pointilleux et exigent que le ménage soit fait quotidiennement et à fond. Avec près de 800 adultes et plus de 200 chatons, c'est l'activité incontournable de chaque début de journée. Et tandis que certains se démènent, d'autres se réveillent tout doucement pour un petit déjeuner 3 étoiles. Terrine, croquettes et bouillon. Chaque animal du refuge est pucé, vacciné et stérilisé. Et tout cela a un coût. Chaque année, les frais de fonctionnement du refuge s'élèvent à 1 600 000 $. Pour ceux qui ne daignent se déplacer jusqu'ici, leur repas est gardé au chaud, puis livré à domicile. À l'origine de ce refuge extraordinaire, une femme passionnée et engagée. Linnea nous explique comment tout a commencé. C'était en 1992. Ça, c'était ma maison avant. Elle fait 400 mètres carrés avec 5 chambres. Voici la porte d'entrée de cette grande et somptueuse demeure, convertie en résidence pour chats. Dans le vestibule, il y a un bassin à poissons, mais je l'appelle le jeu vidéo pour chats. Ils ne cherchent pas à attraper les poissons, ils les observent. Ça les divertit un peu comme un jouet pour enfants. Ici, c'était ma chambre à coucher. Cette passerelle servait à garder les chats hors de mon lit. Ensuite, j'en ai installé spécialement pour eux. Mais il y avait de plus en plus de chats, et un jour, l'un d'eux m'a même vomi dans l'oreille. Là, je leur ai dit, « Ok, c'est bon, c'est chez vous maintenant, je m'en vais. » C'était le déclic qui m'a poussé à quitter ma maison.
Maintenant, tout dans la maison est fait pour leur bien-être. Ils ont beaucoup d'espace. C'est pour ça que ça fonctionne. Parce que les chats ne sont pas confinés. Ils ne sont pas les uns sur les autres. Ils ont assez de liberté et de place pour mener une vie de chat indépendant. Après avoir cédé sa maison à ses chats, Linnea a rapidement augmenté la capacité d'accueil de son refuge. On appelle cet endroit le pâturage. C'est ici qu'on accueille les nouveaux chats sauvages. Là, ils sont dans les arbres, car la journée, ils ne veulent pas voir les employés. Ils nous évitent. Mais dès qu'on s'éloigne, ils redescendent. 2 fois par an, on ouvre la grille et les chats ont le droit de sortir pour aller s'installer ailleurs. Ils ne sont pas enfermés ici pour toujours. C'est juste un enclos qui nous permet de garder un œil sur eux pour leurs premiers mois avec nous. Ici, c'est le centre pour les seniors, notre maison de retraite. Elle est entourée d'un grillage pour protéger les doyens contre riff-raff. Riff-raff, c'est lui. Non, non, oust, allez! On essaye de faire en sorte que ça ressemble à une vraie maison. Parce que souvent, ces chats appartenaient à quelqu'un qui est décédé ou qui est parti en maison de retraite. Il y a une table à manger, une cuisine, une terrasse. Ils ont leur propre jardin. Il y a des employés ici 8 heures par jour et l'un de nos vétérinaires leur rend visite 2 fois dans la journée. On tâche de leur rendre la vie la plus confortable possible. Voici l'endroit où l'on garde les chats atteints du sida du chat. On les enferme pour les protéger. Nous n'avons pas peur qu'ils transmettent leur maladie, mais leur système immunitaire étant affaibli, ils sont fragiles. Ces chats pourraient cohabiter avec les autres, mais s'ils sont en contact avec un chat malade, ils risquent d'attraper très facilement une infection. C'est pour ça qu'on les tient à l'écart. Ils ont un beau jardin avec une belle vue. Ils ne sont pas punis. C'est d'ailleurs la raison principale pour laquelle je fais ce que je fais. Je déteste voir les animaux confinés dans des cages. C'est immoral. Ils n'ont tué personne. Ce ne sont pas des criminels. Sincèrement, je crois que j'ai été emprisonnée dans une vie antérieure. Ça expliquerait beaucoup de choses. Linnea est aux petits soins pour ses 1000 chats. Mais elle en est convaincue, rien ne remplacera jamais le bonheur d'un vrai foyer. C'est pour cela que le refuge compte son propre centre d'adoption. Aujourd'hui, un couple vivant dans une grande maison est venu adopter plusieurs pensionnaires. Vous les prenez aussi? Oui, on prend ce petit bout de chou. Et celui dans l'autre salle. Et aussi les 3 là-bas. Et ces 4 là. Oui, tu rentres à la maison avec moi. Et toi aussi peut-être, oui. Alors ça nous en fait 9 en tout. 3 plus 6. Allez, n'aie pas peur. Et toi, tu veux y aller aussi, hein? Et de 1. Allez, en route. Un dénouement idéal pour ces petits pensionnaires. Au revoir, mes amis. Les autres chats restés au refuge ont de la visite. Linnea vit aujourd'hui dans un mobil-home sur le site. Après son divorce, cette promotrice immobilière à la retraite a vendu Cadillac, bague de fiançailles et mis toutes ses économies dans le refuge. Chaque soir, elle retourne dans son ancienne maison pour son petit rituel à elle. Allez mes petits coquins, venez ici. Allez. Allez, venez là.
Quand je me retrouve seule avec les chats, je comprends vraiment pourquoi je fais ce que je fais. Je ressens combien ils apprécient toute l'attention qu'on leur porte. Ce que j'espère, c'est quand je m'en irai au paradis des chats, ils s'occuperont de moi à leur tour. Et je sais qu'ils le feront. Notre conseil du jour concerne tous ceux qui, comme Valérie, ont une vraie meute de chiens à la maison. Là, on vient de m'en confier un 4e et ça risque de poser effectivement un problème pour que chacun trouve sa place. C'est pas facile. Bob est le plus ancien. Bob, c'est le labrador noir. Et il a toujours été dominant par rapport aux autres, sachant que Ginger, la petite malinoise d'1 an et demi, elle a tendance vraiment à essayer de prendre l'ascendant sur tout ça. Donc ce 4e chien qui arrive va me poser un problème entre parenthèses. Lorsque l'on a plusieurs chiens à la maison, il faut comprendre qu'il y a 2 types de hiérarchie. La hiérarchie de l'humain face au groupe chien et la hiérarchie entre eux au sein de la meute. Allons expliquer à Valérie comment gérer. Bonjour. Alors voilà la jolie meute. Voilà, donc Bob, Calif, Ginger et Galicia, la dernière. Ok, bon, on va regarder un peu comment fonctionne cette jolie meute. On y va. Quand on a une meute, on parle souvent du mot hiérarchie qui fait un peu peur. La hiérarchie, c'est juste, ça veut dire qu'il y a un référent qui a des privilèges et puis il y a des autres qui suivent le référent. L'humain, c'est lui qui régit, c'est lui qui dit comment tout se passe dans une meute. Il a tous les privilèges, c'est lui qui mange d'abord. C'est lui qui va décider du jeu et du canon. Quand on a plusieurs chiens, il y a une hiérarchie aussi entre eux. Et en fait, dans votre meute, il y a forcément un chien qui va avoir ce rôle-là, qui va gérer. D'après vous, c'est qui? C'est Bob. Et pourquoi? C'est lui qui a toujours le dessus dans beaucoup de situations, et notamment quand les autres chiens embêtent les chats, il intervient toujours pour les protéger. Ça, c'est un bon repère. C'est-à-dire qu'effectivement, le dominant, le moyen de le reconnaître, c'est souvent lui qui vient stopper dès que ça s'énerve. Dès que ça s'excite, c'est lui qui vient tout de suite s'opposer quand il y a un problème. Oui, c'est le cas. Donc effectivement, c'est bien le dominant. Et ça va être important de le légitimer dans plein de comportements du quotidien. Quand on a une meute, le premier point à comprendre, c'est la mécanique de l'ordre. Ce que je demande de faire au dominant, normalement, tout le monde est censé le faire. Donc c'est le dominant sur lequel je dois me focaliser au maximum. Si lui est bien éduqué, toute la meute va en bénéficier. Si lui est mal éduqué, c'est exactement la même chose. Un exemple simple, si j'ai un bon rappel sur mon chien, et quand je vais lui demander en fait, de venir, je vais faire venir toute la meute. Hop, et on peut faire. Ok, et mon loup. Allez mon loup, ouais, c'est bien. Alors, Galicia qui ne fait pas partie de la meute, qui ne vienne pas, me paraît pas anormal. Mais tout le reste de la meute est là. Ouais, ils ne se sont pas concernés en fait, parce qu'elle vient d'arriver. Pour le moment, en fait, pour elle, elle ne fait pas encore partie du groupe. D'accord. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour qu'elle s'intègre rapidement? En fait, rien. Pour le moment, en fait, elle observe. Et puis tout doucement, elle va vouloir de toute façon interagir avec cette meute et elle va chercher sa place. Donc il faut absolument en fait, renforcer l'éducation de Bob pour que toute la meute fonctionne correctement. Oui. Pour les moments de complicité, le jeu, le câlin, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le dominant, il a tous les privilèges. Et donc même si j'étais en train de jouer, par exemple, avec Ginger ou avec Galicia, du fait que lui, il ait envie de jouer, je vais continuer à jouer qu'avec lui. C'est un peu dur quand même. C'est une conception humaine. En fait, nous, on voudrait que, comme on donne à l'un, on donnerait à l'autre. C'est ce qu'on fait avec les enfants. Sauf que pour le chien, ça n'a pas de sens. Chacun a une place. Et ça ne crée pas des jalousies, ce genre de... La jalousie, c'est pareil, c'est une conception humaine. Si tout le monde a bien sa place, il n'y a pas de conflit. Ce qui va créer le conflit, c'est qu'on veut absolument les mettre sur le même plan. On veut absolument que chacun ait les mêmes droits. Ça n'existe pas chez les chiens. Donc si je comprends bien, si je veux jouer avec eux, je dois jouer de façon séparée. Exactement. Chacun à leur tour. Ouais, c'est dur. Alors là, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer quand même entre Bob et Ginger. Les places, en tout cas dans le jeu, pour le moment, sont en train de s'inverser. Il lui concède quand même certaines choses. Et donc peut-être que là, dans l'évolution, elle va peut-être prendre sa place. C'est tout à fait possible. Lui vieillit, elle a grandi. Si jamais des bagarres commencent à apparaître entre eux, il va falloir légitimer avant tout Ginger et arrêter de placer Bob en tant que dominant. Même en promenade, en fait, la hiérarchie est importante. Quand je vais placer mes chiens à côté de moi,
Je vais toujours mettre le dominant sur l'extérieur et mettre le soumis à l'intérieur. En fait, juste parce que le dominant va m'aider à contrôler l'ensemble. Donc, j'ai demandé à Timothée, mon associé, en fait, de venir avec ses chiens, qui sont tous les deux éduqués, et dont le placement est très clair. Tess est la dominante, Hôtesse la plus soumise. Si on vient inverser la place de chacun, il va y avoir un conflit qui n'existerait pas si jamais on laissait Tess à sa place. Donc si j'ai bien compris, je dois placer Bob à l'extérieur. Exactement, ça va éviter tout conflit. Donc là, ce qui est bien, on a bien Bob qui encadre Khalif, Ginger qui encadre Galicia. Chacun gère son soumis. Le plus important, c'est que chacun ait compris sa place. Galicia, hop, hop. Et si la place de chacun est définie, il n'y aura pas de conflit. Alors dans le quotidien aussi, il y a des choses qu'on va pouvoir mettre en place pour que ça se passe au mieux. Alors dans le couchage, là je vois qu'il y a plusieurs paniers. Est-ce qu'ils ont une place attitrée? Globalement, oui, mais enfin, parfois ça change. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que Bob, en tant que dominant, il a le droit à tous les paniers. Et on ne va jamais lui dire quoi que ce soit s'il est dans le panier d'un autre. L'inverse est faux, c'est-à-dire que si jamais Ginger vient prendre son panier à lui, là par contre, on va tout de suite leur demander de partir. Et surtout, si lui vient les déloger, il faut le laisser faire. D'accord. Mais moi, j'interviens dans ce cas-là. J'empêche le... On peut intervenir, en tout cas, si jamais lui ne le fait pas, lui montrer qu'on respecte sa place et qu'on le légitime à sa place. Maintenant, ce qui concerne le repas, comment ça se passe? En général, le Khalif mange là, Bob ici et Ginger de l'autre côté. Alors, le placement, peu importe. Ce que je veux savoir, c'est dans quel ordre il mange. Khalif, Bob et Ginger. Et ben ça, c'est une erreur. En fait, c'est toujours lui qui doit manger d'abord. C'est une logique purement canine. Enfin, ça, c'est vraiment une logique de référent, de chef. Nous, on mange avant nos chiens, Bob mange avant le reste de la meute. Et Galicia, donc, qui vient d'arriver, je fais comment? En fait, Galicia, elle va manger derrière tout le monde. Peut-être que ça bougera quand elle va commencer à intégrer la meute. Peut-être que le placement va changer, mais pour le moment, en fait, on va la placer en dernier. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la hiérarchie dans une meute n'est jamais totalement figée. Le dominant peut prendre de l'âge et perdre sa place, comme garder cette place toute sa vie. Ça va dépendre de plein de facteurs. Ce qu'il faut, vous, en tant que maître, c'est les repérer et savoir comment réajuster. Bon, Valérie, je vous souhaite bon courage. Au revoir, Nicolas. Merci beaucoup pour vos précieux conseils. À bientôt. À bientôt. Dans cette publicité, difficile, même pour ce superbe golden, de plaire à bébé. We may be different, but also the same. Heureusement, avec un site marchand très efficace et un peu d'imagination, la glace se brise. Just you and me. And together feel the... Partons pour la République démocratique du Congo, l'unique territoire de ceux que l'on appelle les grands singes oubliés, les bonobos. Dans un pays dévasté par des années de guerre, les bonobos adultes y sont tués pour leur viande et leurs petits vendus comme animaux de compagnie. Pour tenter de leur donner une deuxième chance, il existe un orphelinat très spécial. Lola Ya Bonobo, le paradis des bonobos, nous ouvre ses portes. 8 h du matin, arrivée des éducateurs, soigneurs, vétérinaires et mères de substitution. Une quarantaine de personnes au service des 60 bonobos de Lola. La journée commence par le bain, un rituel obligatoire pour éviter la transmission de parasites. Ensuite, c'est la première des 3 tétés de la journée, avec Henriette, Hortense, Micheline et Yvonne, leur maman de substitution. Le rôle des mamans de substitution, de leur donner l'amour, l'affection d'une maman. Parce qu'une petite bonobo, sans l'amour maternel, il laisse mourir. Yvonne et les autres mamans de substitution vont passer toute la journée en compagnie de leurs bébés, les nourrir, jouer avec eux, exactement comme le ferait leur mère naturelle. Au fil des jours et des semaines, les bébés bonobos font un transfert affectif complet et reprennent goût à la vie. C'est ce qu'a découvert Claudine André, la fondatrice de Lola Ya Bonobo, il y a presque 20 ans. Quand j'ai eu mon premier bonobo,
je me suis renseignée puisque je ne les connaissais pas du tout. Et on m'a dit qu'ils étaient très fragiles, très vulnérables et qu'ici, il y avait 100% de mortalité dans les jardins zoologiques. Et donc, ayant été le premier transfert affectif de mon premier bonobo, j'ai compris à ce moment-là que ce bonobo, il voulait vivre pour moi. Et là, j'avais trouvé le mode d'emploi. Ces mamans donnent envie à ces bébés de vivre, tout simplement. Voilà. Mais voilà, ces animaux font des transferts affectifs extrêmement profonds avec leur maman de substitution. Et je peux t'en faire la démonstration. Vas-y, maman Micheline. Voilà, c'est ça un bon transfert. Il veut bien venir chez moi, mais il faut que sa maman reste à côté. Tu surveilles maman Micheline maintenant. Tu surveilles maman Micheline. Oui, voilà, c'est ça un vrai transfert. Mise en application à Lola, la méthode de Claudine André continue à faire ses preuves chaque jour. Vers l'âge de 4 ou 5 ans, les bonobos sevrés s'émancipent naturellement de leur mère. Il est alors temps pour eux d'être transférés en enclos de semi-liberté afin de s'intégrer à l'un des groupes. Ils adopteront alors une vie la plus proche possible de l'état naturel, à peine dérangés par des écoliers venus observer les grands singes. Le bonobo, c'est un animal qui est protégé. Le bonobo, il est comment? Protégé. Le bonobo, c'est un animal qui est comment? Protégé. Est-ce qu'on peut le tuer? Non. Est-ce qu'on peut le manger? Est-ce qu'on peut l'acheter? Non. Très bien. Applaudissez quand même pour ça. Sensibiliser les petits Congolais et en faire des ambassadeurs de la cause des bonobos, c'est toute la philosophie du sanctuaire. Allez, on y va, hein? Oui, oui. Vers midi, c'est l'heure du repas pour les adultes. Suzy Kwetwenda, l'éthologue de Lola, en profite pour s'assurer du bien-être des primates. Vous êtes là? Allez, venez. Allez, Sam. Donc, chacun, ils vont recevoir des bananes et ils adorent ça. Qui veut? Ils adorent ça. Ouais. Ils adorent l'eau, mais ils sont des mauvais nageurs. Ils n'osent pas dépasser le bord de l'eau. Et ça, c'est parce qu'ils sont plus confiants, ils savent. Étant donné qu'ils peuvent utiliser leur bipédie pour marcher, pour se déplacer. Donc, vraiment, ce qu'ils font, c'est que quand ils sont dans l'eau, c'est vraiment, ils marchent tout droit. Et ça dépend un peu du courage de chacun. La plupart peuvent avoir l'eau au niveau de la taille, d'autres jusqu'au niveau de la tête. Mais très souvent, les bonobos font très, très attention. Mabal, il fait attention, hein? C'est pas un nageur. Ouais, mais là, il est un peu méfiant. Chez les bonobos, on n'est pas trouillard, mais on aime savoir où l'on met les pieds. Surtout lorsque l'eau est trouble et pleine de tilapia, ces petits poissons qui vous passent entre les pattes. Les bonobos, en fait, c'est des animaux très prudents et qui ne vouent pas leur vie au risque. C'est pourquoi, d'ailleurs, ils minimisent la vie solitaire et la grande assurance, c'est de vivre en famille et en groupe. En tout cas, c'est vrai que nous, par rapport à la distribution de la nourriture, nous avons constaté qu'il y a une forte tolérance. Quand on distribue la nourriture, c'est vrai, à chaque fois, il peut y avoir un peu de dispute, un peu de rififi, mais à chaque fois que vraiment la tension monte, ils partagent la nourriture en impliquant un peu l'acte sexuel. Donc ça apaise mutuellement les individus et ça crée un climat de paix plutôt que de dispute. Faire l'amour, pas la guerre. Dans la société bonobo, le sexe se pratique pêle-mêle, à tout âge et à tout moment. Un moyen imparable pour régler les conflits. « 15h. Les premières gouttes annoncent l'un de ces orages de l'après-midi caractéristiques de la saison des pluies. Les bébés bonobos sont au sec, dans le tout nouvel abri de jour financé par la Fondation 30 millions d'amis. L'activité principale des bébés bonobos, ce sont les jeux. Il fait que jouer toute la journée.
Et le soir, ils vont pour dormir dans leur cage de nuit. Nous recevons 30 000 enfants ici. Il fallait un endroit sécurisé pour la santé de ces bébés bonobos, mettre une barrière entre tous les enfants qui promènent les virus de toutes ces maladies infantiles. Et cet espace était complètement indispensable. Aujourd'hui, on en est vraiment très, très fiers et on remercie 30 millions d'amis qui sont toujours là pour nous aider quand nous avons besoin d'eux. 18h. La pluie s'est arrêtée. Le sanctuaire a fermé ses portes et une fois les derniers visiteurs partis, la forêt semble reprendre ses droits. Les bonobos profitent des dernières lueurs du jour au sanctuaire de Lola, le paradis des bonobos. La semaine prochaine, Chloé nous ouvre les portes de sa maison qu'elle a transformée en refuge pour lapins. À seulement 17 ans, elle est à la tête d'une association qui les protège, les balade et surtout les bichonne.